On en parle peu, ou alors avec une certaine gêne. Les IST, les infections sexuellement transmissibles, sont en nette augmentation et plus particulièrement chez les jeunes durant la période estivale. Prévention, vaccination, dépistage, que faut-il savoir aujourd'hui pour se protéger et protéger les autres? Aujourd'hui, dans Consul, nous abordons ce sujet en compagnie de Sophie Deworm, médecin spécialisée en infectiologie et maladies tropicales au CHU de Liège, accompagnée de Gilliane Lafouy, chargée de communication au Centre S. Bonjour Gilliane. Bonjour. Et bonjour Sophie. Bonjour. Bienvenue dans ce studio pour parler de ce vaste sujet, les IST. Il y a beaucoup de tabous autour de ce sujet, donc c'est bien d'en parler. Quand on parle d'IST, Sophie, expliquez-nous, rappelez-nous concrètement de quoi il s'agit. Donc les IST sont des infections sexuellement transmissibles qu'on peut contracter lors des rapports sexuels. Et ça peut être des rapports oraux, vaginaux, anaux. Des infections bactériennes, sont des infections virales ou alors parasitaires. Alors, quand on dit IST, on pense souvent chlamydia, VIH, mais il y a une infinité d'autres IST. Vous me confirmez, Gilliane? Oui, c'est ça. Comme vous l'avez dit, il y a le VIH, la chlamydia, mais aussi la gonorrhée, la syphilis, etc. Que des beaux noms, finalement. Oui, la syphilis, on en parlait déjà il y a plusieurs siècles. Il y a des nouvelles IST qui apparaissent au fur et à mesure des années. Qui est concerné par les IST? Vraiment tout le monde. Tout le monde, il n'y a pas de différenciation. En fait, les IST ne font pas de différenciation de genre, de sexe, de classe sociale, d'âge. Non, vraiment. À partir du moment où on a des rapports sexuels avec d'autres personnes, effectivement, on est concerné par les IST. Et alors, Sophie, on entend que les chiffres augmentent durant la période estivale. Est-ce qu'il y a une raison à ça? Les concerts, les soirées, les rencontres? Est-ce que c'est une période où les gens se mélangent plus entre eux? Je pense que c'est une période où il fait plus beau, il y a plus d'événements, forcément, il y a plus de contacts sociaux et donc plus d'occasions, effectivement, d'avoir des relations, quelles qu'elles soient. Donc oui, un petit peu plus. Et on le sait, c'est un sujet qui est englobé par toute une série de clichés. Quels sont les stéréotypes qui ont la vie dure avec les IST, Gilliane? Il y a plusieurs stéréotypes, comme quoi déjà, par exemple, je crois que celui qui revient le plus souvent et qui est un peu méconnu, parce que je pense aussi il y a un tabou forcément sur les IST, mais il y a aussi beaucoup de méconnaissance. En réalité, c'est le port du préservatif, finalement. Les jeunes le mettent de moins en moins. Et il y a une raison pour laquelle le préservatif est un peu négligé? Je pense que c'est un peu sensoriel aussi. Beaucoup de personnes, en tout cas, n'aiment pas forcément la sensation du préservatif latex pendant les rapports. Il y a aussi une question de spontanéité, où on est dans le feu de l'action, si je peux dire. C'est pas quelque chose à laquelle on pense forcément, qu'on a sous le coude peut-être aussi, parce que c'est aussi une question d'avoir le matériel aussi à disposition. Donc voilà, je pense aussi un des clichés, c'est qu'on ne peut pas attraper d'IST pendant les préliminaires, pendant les rapports oraux, par exemple. Oui. Mm-hmm. Alors que, si, en fait, c'est possible. Ça, c'est un gros problème, alors. Forcément, c'est un gros problème, et surtout, je pense que c'est un peu une idée reçue. On se dit, c'est bon, je me suis protégée pendant la pénétration. Je pense que dans les pratiques, le préservatif n'est pas assez porté, effectivement, pendant les rapports oraux, par exemple. Et est-ce que vous, Sophie, en consultation, vous entendez souvent ce type de discours c'est pas possible que ça m'arrive à moi, j'ai une hygiène de vie parfaite, ça fait partie des mentalités de votre patientèle ou pas du tout? Alors ça arrive, oui, mais c'est vrai que moi, en consultation, en général, j'ai des patients qui viennent vers moi plus dans une démarche active, donc de prendre soin de leur santé sexuelle. Donc en général, c'est quand même des gens qui sont déjà bien sensibilisés, ils viennent pour se faire dépister, pour se faire suivre. Donc il y a vraiment, c'est pas vraiment la même dynamique, ou alors je vais recevoir des gens chez qui il y a déjà un diagnostic d'IST, et donc c'est toujours l'occasion évidemment d'en discuter, de voir un petit peu quels risques ont été pris, ce qu'on va faire pour ne plus se retrouver dans cette situation-là, si c'est possible, essayer de proposer tous les outils de prévention qu'on connaît. Donc voilà, avoir vraiment ce type de réflexion, moi, dans ma pratique, peut-être un peu moins que dans la population générale. Un problème aussi que je vois avec les IST, c'est qu'on peut être porteur sans déclarer des symptômes, en tout cas au début, pour certaines IST, et donc du coup on peut le transmettre involontairement. Oui, tout à fait. Donc en fait, c'est même la majorité des IST sont asymptomatiques, donc
Juste pour avoir 2-3 petits exemples, donc le chlamydia, dans 70% des cas, ça va être asymptomatique, donc on va pas le savoir. L'HPV aussi, donc on va être porteur et l'HPV, c'est le papillomavirus, pardon. On va être porteur comme ça pendant parfois plusieurs années avant c'est latent, de l'éliminer. Et donc voilà, c'est comme ça, on est porteur, on n'en sait rien. La syphilis, parfois la petite lésion primaire, elle passe inaperçue. Et ça existe encore, les cas de syphilis, donc c'est vraiment pas une vieille maladie. Non. Ok. Et donc ça va apparaître et puis ça va disparaître en fait avec le temps. Donc les gens ne savent pas qu'ils sont porteurs. Donc en général, les transmissions se font comme ça juste parce que les gens ne le savent pas, ils ignorent. Donc voilà, ils transmettent sans le faire exprès, quoi. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous on insiste pour dire IST et pas MST. Oui. Parce que voilà, c'est plus une question de parler, je veux dire, mais quand on dit MST, maladie sexuellement transmissible, on se dit maladie, c'est que j'ai des symptômes comme quand j'ai la grippe, moi je me sens fiévreuse, tout ça, alors que justement les infections en fait sont la plupart du temps asymptomatiques, et donc c'est la raison pour laquelle on essaye vraiment de dire IST et pas MST. Donc les IST sont malgré tout très fréquentes, en tous les cas parfois invisibles, et surtout elles ne concernent pas que les autres, mais potentiellement chacun d'entre nous. Donc la prévention et l'information sont déjà des premières étapes pour maîtriser la propagation de ce type d'infection. Se faire dépister, c'est un mot qui peut faire peur et que l'on préférera sans doute repousser, sauf que plus tard, c'est parfois trop tard. Alors quand se faire dépister et pourquoi est-ce essentiel? Sophie, on vient d'en parler, les infections sexuellement transmissibles sont parfois asymptomatiques. On peut donc être porteur sans le savoir, mais dès lors, quelle est la solution? Donc oui, on peut être porteur asymptomatique et donc potentiellement sans rendre compte pouvoir transmettre des infections sexuellement transmissibles. Donc à partir du moment où on est sexuellement actif, c'est bien de penser à se faire dépister. On peut en fonction de la vie qu'on mène. On va dépister en général. Moi, je propose de faire 2 fois par an, systématiquement. De manière régulière? Oui. Ou après un rapport à risque aussi peut-être? On va se faire dépister pour plein de raisons. Donc, soit simplement de manière systématique 2 fois par an en se disant moi je vis ma vie avec ma vie sexuelle active, etc. Et donc j'y pense simplement. Je sais que ça peut être asymptomatique, donc je le fais. Soit parce que un des partenaires que je côtoie me dit moi j'ai contracté une IST, donc je vais vérifier que je ne l'ai pas attrapé, ou alors parce que j'ai envie de me mettre en couple et de ne plus mettre de préservatif par exemple, donc je vérifie que tout est bon et que si c'est pas bon c'est pas grave, on se traite et puis comme ça on repart sur le bon pied, ou alors parce que je suis symptomatique aussi, donc ça c'est quand même une des premières raisons pour laquelle on va se faire dépister, c'est parce qu'on a des symptômes. Donc vous préconisez malgré tout, même sans symptômes, 2 fois par an de se faire dépister? Ça dépend un petit peu des gens, mais oui, c'est vrai que c'est un peu la tape, puis après en fonction de la personne, on fait plus ou moins. De plus, le dépistage, à l'heure actuelle, et surtout chez nous, on a cette chance-là, il est plutôt facile et accessible à tous. Oui, c'est ça. Par exemple, nous, au Centre S, donc le centre dans lequel je travaille de dépistage, on propose du dépistage, du coup, qui peut être aussi anonyme. Du coup, pour certaines personnes, c'est quand même mieux de le faire anonymement pour X ou X raisons. Et effectivement, c'est quand même assez accessible. On est à la polyclinique Brûle, donc dans le centre, Outre-Meuse en tout cas. Peut-être que certaines personnes ont peur du dépistage, mais vraiment, il n'y a pas vraiment besoin d'avoir peur. Et je trouve que c'est le meilleur moyen de savoir si on porte une IST ou pas, c'est d'aller se faire dépister. En plus, d'après ce que vous dites, c'est facile, c'est rapide et c'est dans l'anonymat. On peut, oui, totalement, on peut être dans l'anonymat. Maintenant, si on choisit l'anonymat, ce ne sera pas sur notre réseau Santé Wallon. Mais il y a toujours moyen de... Il y a plein de possibilités. Il y a plein de possibilités, oui, pour... Et comment est-ce qu'on peut lever les freins par rapport à cette gêne et cette crainte de consulter, Sophie ? Je pense déjà simplement le fait qu'il existe des ASBL comme les plannings familiaux, le Centre S, etc. C'est vraiment une porte ouverte pour que les gens puissent venir discuter, s'informer, se faire dépister. Il y a une grosse partie qui est gratuite. Je pense que c'est gratuit au Centre S. Oui, c'est ça. La consultation est gratuite et le dépistage VIH, lui, est gratuit. Voilà, donc quel que soit l'âge, même quand on est jeune, simplement on peut y aller et pas passer par ses parents ou son médecin traitant avec qui c'est peut-être plus difficile de commencer à aborder le sujet. Donc voilà, donc ça existe, c'est très simple.
Et Gilliane, comment ça se passe concrètement le dépistage pour un patient ? Alors, quand un ou une patiente vient en consultation, déjà il y a le counseling, c'est ce qu'on appelle. Donc, c'est des questions sur les pratiques justement de la personne, de pourquoi la personne vient se faire dépister. Est-ce que c'était à cause d'une prise de risque, d'une partenaire qui a été testée positive à une IST ou autre. Et à partir de là, on voit les pratiques pour justement faire le dépistage. Donc ça peut être une prise de sang, ça peut être aussi des tests urinaires, et aussi des frottis oraux, vaginaux aussi, anaux, voilà, selon les pratiques. Et aussi pour les personnes qui ont un pénis, ce sera un prélèvement urinaire. Et on a attrapé une IST, ok, voilà. Comment ça va se passer au niveau des traitements ? Donc les traitements, franchement toutes les IST sont faciles à traiter, donc ça il faut vraiment se le dire. Donc la seule qui est vraiment embêtante, c'est le VIH, c'est pour ça d'ailleurs qu'on va proposer toutes les préventions, etc. Les autres IST finalement sont facilement traitables avec des traitements antibiotiques pour tout ce qui est des bactéries. Et puis alors après pour les infections virales, on avait parlé notamment de la vaccination, mais franchement les traitements ils sont simples. Nous au centre de référence, on fait les prescriptions pour les traitements oraux, mais on va faire aussi les prescriptions, mais aussi les injections pour les traitements injectables qui concernent la syphilis et le gonocoque. Et donc ça se fait vraiment au centre. Donc on a la consultation, on reçoit les résultats et on a tous les médicaments sur place pour faire les traitements, ce qui est quand même vraiment pratique. Franchement, c'est confortable. Ce que je retiens, c'est que face aux IST, le dépistage n'est pas un aveu de doute, c'est plutôt un acte responsable qu'il faut d'abord faire pour soi-même, mais aussi pour les autres. Face aux IST, il existe à l'heure actuelle de nombreuses solutions et moyens de traitement pour pouvoir se protéger, mais encore faut-il les connaître et surtout y avoir recours. Vaccination, préservatif, PrEP. On fait le point dans ce nouveau chapitre. Alors Sophie, le préservatif, ça reste aujourd'hui le moyen de se protéger le plus efficace contre les IST ? En tout cas, c'est un moyen qui est extrêmement efficace et c'est le seul outil qui va pouvoir être efficace contre les IST, mais aussi le VIH et les deux en même temps. Ça protège aussi des grossesses, parce que c'est vrai qu'on n'en reparle pas spécialement ici, mais c'est aussi pour ça que c'est utilisé. Voilà. Et est-ce qu'il protège contre toutes les IST ? Donc, il va pas pour toutes, effectivement. Il va être efficace pour la plupart des IST et parfois, ce ne sera pas le cas, par exemple, pour le papillomavirus. Il ne va pas avoir une protection à 100% parce qu'en fait, si vous avez une lésion ou que vous êtes porteur à un endroit qui n'est pas recouvert par le préservatif, effectivement, on peut quand même avoir des risques de contracter une IST via ce canal-là, mais en soi, il y a déjà une protection quand même d'une grosse partie des muqueuses et de la peau. Donc, la protection est quand même là, mais elle n'est pas à 100%. Non, elle a ce type d'infection-là. Après, pour les autres, que ce soit le chlamydia, le gonocoque, le VIH, la syphilis, ça marche vraiment très très bien, quoi. Et dans quel contexte on peut parler de vaccination ? Quels sont les IST concernés par une potentielle vaccination ? Donc les vaccinations, il y a l'hépatite B, il y a l'hépatite A, il y a le papillomavirus, il y a aussi le monkeypox. Ici on n'en parle pas tellement parce que c'est vrai qu'il y a une petite vague à un moment donné, puis que voilà, c'est passé un peu. C'est quoi comme IST ? C'est la variole du singe. Donc c'est une IST effectivement qui est ressortie il y a quelques années. Il y a eu une petite recrudescence et puis après ça s'est calmé. Et puis on a quand même des petits cas sporadiques comme ça de temps en temps. Donc ce n'est pas non plus quelque chose qui n'existe plus. Donc on sait que c'est là et on fait quand même attention. Et il y a une vaccination pour ça. Et justement, on parlait du papillomavirus. C'est un vaccin qui concerne quelle tranche d'âge et quel genre ? Donc c'est pour tout le monde, les hommes, les femmes. C'est à partir de 9 ans que c'est proposé, mais je pense qu'en pratique, donc c'est en médecine scolaire, donc ils organisent ça à ce niveau-là, oui, entre 11 et 13 ans que c'est pour proposé. Garçons et filles. Tout à fait, oui, pour les deux. Et est-ce que ces vaccins sont suffisamment utilisés d'après vous, ou est-ce qu'il y a encore une progression ? Donc à l'heure actuelle, donc c'est proposé en médecine scolaire, on vaccine à ce moment-là, mais si ça n'a pas été fait, on peut quand même se faire vacciner jusqu'à l'âge de 18 ans, c'est gratuit. Ensuite, c'est encore recommandé de se faire vacciner jusqu'à l'âge de 25 ans, mais effectivement, à partir de passer 18 ans, on n'a plus accès au remboursement, mais c'est pas pour ça que il ne faut c'est pas le utile. faire. Oui, mais ça, moi par exemple, j'étais mal informée. Moi, je pensais qu'à partir d'un certain âge, c'était inutile. Mais là, vous confirmez donc voilà, que c'est pas le cas. C'est pas inutile, donc c'est utile, mais effectivement, le fait d'avoir déjà eu des rapports sexuels, c'est qu'on va s'exposer
exposé à avoir déjà été en contact avec le papillomavirus. Et ce contact peut réduire l'efficacité du vaccin, mais ne va pas le rendre nul. Donc on va quand même avoir une efficacité. Et de plus, on ne peut pas prouver en fait que vous avez été en contact ou pas avec l'HPV. C'est vraiment des probabilités. On sait bien, voilà, vous avez déjà eu des rapports sexuels. Possiblement, vous avez été en contact. Peut-être que le vaccin marche moins bien. Mais voilà, donc du coup, les recommandations, c'est quand même jusqu'à 25 ans. On peut tout à fait se faire vacciner. Et après, en fonction... Et même au-delà de ça ? Donc oui. Donc en fonction de la vie des gens. Donc ça, c'est vraiment important de pouvoir discuter aussi avec les gens et de leur vie. Donc par exemple, quelqu'un qui a été avec une même personne depuis toujours et que maintenant, c'est terminé. Mais voilà, j'ai 45 ans, mais ma vie n'est pas finie. Je vais encore rencontrer des gens. Cette personne est candidate mais tout au à vaccin. fait, parce qu'elle n'aura probablement jamais été en contact avec l'HPV au préalable. Donc là, on va la protéger pour les rapports futurs. On entend aussi de plus en plus parler de la PrEP. Est-ce que vous pourriez nous rappeler ce que c'est ? Donc la PrEP, c'est un traitement préventif qui va être actif contre le VIH. Donc le but, c'est de prendre ce traitement-là pour se protéger d'une éventuelle infection par le VIH. Ça va être proposé aux gens qui n'ont pas le VIH, donc c'est toujours quelque chose qu'on va vérifier. Donc il faut qu'on soit séronégatif pour utiliser la PrEP. Et ça va être à destination des gens qui vont avoir des rapports dits à risque, donc c'est-à-dire des rapports sans préservatif. Et encore mieux, c'est la PrEP en complément du préservatif. Alors là, c'est super. Là, c'est top. Ah oui. Donc c'est pas un vaccin, c'est un traitement préventif. Fait, oui. Mais ça ne remplace pas complètement le préservatif. Vous venez de le dire, ils sont complémentaires. Voilà, donc le fait de prendre la PrEP, je vais me protéger contre le VIH. Et si je mets le préservatif en plus, je vais me protéger contre les autres IST. Mais voilà, maintenant, ça aussi, c'est quelque chose qui se discute. C'est vrai que la PrEP, on va quand même en parler chez des gens qui ont en général plusieurs partenaires différents, qui sont célibataires et qui vivent un peu leur vie et qui sont quand même à risque d'attraper, d'être en contact à un moment donné avec le VIH. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on discute pour voir s'ils sont dans des critères. En tous les cas, se protéger aujourd'hui, ce n'est plus une option, c'est un choix éclairé. Et plus on est informé et plus ce choix semble évident et simple à faire. Parler des IST, c'est inévitablement parler aussi de certains comportements puisque certaines pratiques vont signifier aussi augmenter les risques sans qu'on en ait pleinement conscience. Alors Sophie, on parle notamment de chemsex. De quoi s'agit-il exactement ? Vous pourriez nous le rappeler ? Donc le chemsex, c'est l'utilisation de substances psychoactives pour les rapports sexuels. Et c'est fréquent chez quel profil de population ? Les jeunes ? Donc c'est quelque chose effectivement qui est un peu plus populaire, de plus en plus populaire et je pense qui est facilement accessible, qui commence un peu à se banaliser, je vais dire. Et pourquoi ces pratiques vont augmenter le risque de transmission d'IST ? Donc c'est l'utilisation de substances psychoactives, donc ça veut dire que les gens vont avoir un comportement un peu différent, donc un peu plus d'empathie, un peu plus sûr de soi. Et donc on va peut-être s'ouvrir à des pratiques qu'on ne fait pas d'habitude, peut-être un peu plus longtemps, peut-être avec un peu plus de gens, etc. Et donc fatalement, on accumule un petit peu les risques d'avoir une IST, voilà, tout simplement. Et oui, du coup aussi, j'aimerais rebondir en parlant de chemsex. Nous, on a un collègue ici au centre qui organise des groupes d'autosupport, de groupes de parole sur le chemsex, parce que forcément, le chemsex, c'est aussi... certaines personnes peuvent tomber dans l'addiction. En fait, ne savent plus avoir des rapports finalement sexuels sans chem, c'est se procurer en tout cas du plaisir. Certains aimeraient en sortir. Et des fois, on ne voit pas forcément de solution. Au centre, nous, on propose justement un groupe de parole d'autosupport pour parler de tout ça, pour comment s'en sortir, comment l'annoncer aux autres aussi. On consomme du chems. Et donc voilà, il y a plusieurs solutions en tout cas qui existent parce que ça reste tout de même une addiction à ces substances proactives, quoi. Et donc voilà, il y a aussi un groupe Telegram, un groupe WhatsApp pour poser toutes les questions que les chemsexeurs se posent. Et aussi, il y a un mini-guide qui va arriver aussi, le mini-guide du chemsex, si vraiment vous voulez le faire, et comment le faire dans les règles de l'art, on va dire. À retenir. Et un élément fondamental dans votre métier, à toutes les deux, j'entends, c'est de pouvoir traiter ce type de patients, mais sans les juger. Ils doivent vraiment sentir qu'ils sont en confiance et qu'à aucun moment on va les juger. Oui, c'est ça. Je pense que le mieux, c'est quand même prendre soin de sa santé. Donc, on n'a pas à juger. Nous, les gens viennent pour se soigner. On a
un rôle à faire et c'est celui-là, quoi. Je sais pas si Sophie, tu veux rajouter Et vous aussi, quelque en chose tant de que plus en médecin, première ligne. Ben oui, clairement. Nous ici, ce qu'on regarde, c'est simplement, voilà, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour traiter les gens, pour qu'ils se sentent bien dans leur peau, hein, qu'ils puissent. qu'ils ouvrent le dialogue aussi avec vous. Oui, mais ça, franchement, je trouve que ça se passe bien, quoi. Mais voilà, nous, on a des consultations aussi qui sont dédiées à ça, donc ça facilite déjà les choses. Je trouve que quand les gens viennent, il y a toujours un petit moment quand on les connaît pas, il faut un peu le temps qu'ils se mettent et qu'ils se lancent un peu à discuter. Mais voilà, le but de la consultation, c'est vraiment de parler de sa vie sexuelle et des problèmes de santé qui peuvent être autour. Donc les gens, ils expliquent quand même facilement, franchement. Après, quand on écoute un petit peu et qu'on prend le temps un petit peu d'écouter leur histoire, je trouve que c'est quand même plus facile après aussi de pouvoir leur donner des pistes pour tout ce qui est la prévention, etc. Et puis une fois qu'il y a de la confiance, je trouve que tout est plus facile, quoi. Et pour clôturer cette émission, quels conseils souhaiteriez-vous que les gens retiennent en sortant de cet épisode, Sophie ? Je pense qu'il ne faut pas oublier qu'on a vraiment des portes grandes ouvertes, que ce soit au centre de référence ou alors au centre S ou même dans les autres structures, et qu'on est là pour ça, et que s'ils ont envie même simplement de discuter parce qu'ils trouvent qu'il y a des situations un peu complexes, on est vraiment là pour les informer en premier lieu. Il ne faut pas oublier de se dépister de temps en temps, voilà, et qu'on est là pour ça, quoi. Et vous, Gilliane ? Se protéger soi, c'est protéger les autres aussi, quoi. Donc c'est super important, forcément. Oui, quand on parle d'IST, il y a 3 réflexes simples et qui peuvent tout changer, que je garde en mémoire, c'est s'informer, se protéger et se faire dépister ou vacciner. Les IST ne sont pas une fatalité, mais le silence, lui, peut en être une. Donc parlez-en, informez-vous et surtout prenez soin de vous. Merci à tous qui nous avez écoutés. Merci également à vous, Sophie, et à vous, Gilliane, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et à très bientôt dans un prochain épisode de Consulte.